Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 avril 2022. Avons passé aujourd'hui la journée entière à, à l'urgence de l'hôpital Le CHUM, le centre universitaire. Et pas pour une urgence pressante, mais quand vous avez besoin de soins, au Québec en tout cas, c'est parfois la croix et la bannière pour les recevoir, ces soins. Et ça ressemble à une course à travers un labyrinthe où on est renvoyé à divers services que parfois nous recevons, que parfois nous recevons pas. Tant et si bien que la situation devenant un peu plus préoccupante, avons décidé, en ce vendredi saint, d'aller à l'urgence. Nous savions, Fabienne et moi, que la journée serait très longue. Et elle l'a été. Nous avons passé près de 10 heures. Alors j'en ai profité pour observer autour de moi comment les choses se déroulaient. J'en ai profité pour lire ceci: Les vues éparses, entretien radiophonique avec Philippe Petit, entretien qu'a accordé Pierre Legendre, m'a permis une excellente introduction à la pensée de Pierre Legendre. Peut-être que je vais vous lire un ou deux passages, mais ce que j'ai toujours su, je vais vous parler de ça, et après je vais vous parler, parce que l'ayant terminé, eh bien, je suis allé faire un tour du côté des autres librairies, une de grande surface, l'autre de moyenne surface, qui sont dans le quartier du CHUM. Et ce qui m'a frappé, je suis allé voir mes deux sections préférées, c'est-à-dire les études littéraires et la philosophie. Et ce qui m'a frappé dans les deux cas, c'est l'absence claire de projet éditorial. Alors, il y a quelques nouveautés au milieu de certains titres qui se vendent toujours, en philo du moins, mais aucune espèce de désir d'offrir quelque chose de substantiel. Et je me souviens, il y a plusieurs années, dans l'une de ces librairies, j'avais acheté Simon Liberetti, 113 études. Je me souviens pas du titre exact. Et pendant que je regardais la maigre section des études littéraires, eh bien, il y a un type d'origine maghrébine qui, euh, qui, euh, qui passait dans l'allée en disant Il n'y a rien ici pour mon âme. Alors, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Simon Liberetti où je mentionne cette anecdote. Et rien ici pour mon âme. Alors, elle est où? Justement, on la trouve où? Quels sont les endroits où notre âme peut s'épanouir? Il n'y en a pas beaucoup. Et en ce vendredi saint où le Christ est mort en croix, il n'y a plus aucune trace au Québec de quelques rappels de, qu'on a vécu dans un régime de catholicité. On comprend bien que ce régime de catholicité était un régime social, j'aurais envie de dire presque de mondanité. Et il y avait également un aspect politique, car les bergers politiques étaient nécessairement des religieux. Alors ils avaient pour tâche, en attendant qu'un éventuel État se forme, ils avaient pour tâche de maintenir la survivance de ces descendants, de cette colonie abandonnée et tombée sous la férule des anglo-saxons. Et ce qui est frappant
dans ses entretiens qu'a accordé Pierre Legendre, c'est que le Québec y est mentionné à quelques reprises. Le caporal Lortie, c'est le thème, je pense que c'est la 9e leçon. Parce que, et c'est ce qu'on comprend aussi de Legendre, c'est que c'est un érudit. C'est un érudit, et ce que j'ai compris aussi, c'est que les érudits, ils sont toujours des militants. Non pas de cause politique nécessairement, mais c'est qu'ils avancent à partir de recherches extrêmement fouillées. Ils avancent un nouveau point de vue. Ils avancent quelque chose qui fait qu'on déplace l'angle de vue. Et de voir les choses autrement, parce que tout à coup, on a réagencé ce qu'on croyait être l'archéologie de nos connaissances. On a redistribué autrement les objets de compréhension, qui font de telle sorte que c'est une activité militante de l'esprit. Alors, on n'est jamais un érudit pour épater la galerie, par exemple. C'est pas possible. Et même Legendre se défend même d'être quelqu'un de cultivé, et pour moi, il l'est de manière exceptionnelle, mais il cite ici Voltaire en disant qu'il cultive son jardin. Alors au fond, c'est ce qu'on fait tous, en tout cas, d'une certaine manière, cultiver son jardin. Alors donc, je m'est venu en pensant à ce Christ mort en croix, et en regardant, en sortant dans la rue, en regardant tous ces gens qui maintenant, honnêtement, en ont rien à foutre. La déchristianisation du Québec est peut-être accomplie, mais ce que nous dit Pierre Legendre, c'est que l'histoire n'est pas linéaire. Elle est sédimentaire. Et que toutes les choses qu'on ne voit plus à la surface, elles peuvent être enfouies, mais continuer d'agir même si elles ne sont plus apparentes, et même si on ne semble plus ressentir ces effets. Ce qui faisait dire à Emmanuel Todd que le Québec avait un catholicisme zombie. Hein? J'aurais envie de dire un catholicisme lazaréen. Je l'ai dit, alors je ne me retiendrai pas. Alors, les rites ont complètement disparu. C'est à peine si les médias en font mention. Alors je me faisais de la réflexion, oui, le Christ mort en croix, et avec mon esprit un peu absurde, je me disais, ouais, mais nous, on est mort en croûte. On est mort encrouté, encrassé. Mais on souffre de cette difficulté à trouver un sens à l'existence. Et on souffre terriblement, et c'est là où la psychanalyse, qui est un décapage, parce que il est de bon ton aujourd'hui de mépriser, d'abominer la psychanalyse parce qu'elle ne correspond pas nécessairement à une bienheureuse quête de soi. Une bonne analyse, ça fait mal. Et probablement, sans doute, à l'instar des premiers psychanalystes qui ont été de véritables pionniers, de véritables explorateurs, Freud et Jung, pour ne prendre que ces deux exemples-là, il a fallu, dis-je, qu'ils s'exercent sur eux-mêmes. Il a fallu qu'ils tentent de s'examiner le plus froidement possible, à se livrer à une introspection sans relâche et sans justification. C'était pas non plus là, l'usage qu'on a pu faire, oui, mais bon, on a vécu tel trauma dans l'enfance et ça explique ce que nous sommes devenus. Évidemment, l'enfance nous façonne, mais la psychanalyse, elle est surtout là pour aller
aller faire des tentatives du côté de l'ombre, du côté des choses qu'on n'a pas envie de voir ou qu'on subodore chez soi, mais que par fatigue, paresse, lâcheté, indifférence, nous n'allons pas parcourir ces zones. On peut comprendre, c'est jamais agréable de se livrer à un exercice impitoyable d'introspection. Alors les passages, je pourrais vous donner deux passages, alors je suis fermé. Alors les deux passages, ouais, je suis fermé, mais je suis ouvert d'esprit, mais la boutique est fermée, il est déjà de toute façon bien plus tard que les heures d'ouverture habituelles, et puis de toute façon, on ferme relativement tôt. Alors il cite à 3 reprises dans ce petit ouvrage le Code du Québec. Alors j'aurais aimé pour ma part, outre le Code du caporal Lortie, j'aurais aimé énormément lire ce qu'a pensé. Il a dû y réfléchir, c'est certain. Puis peut-être existe-t-il quelque part un texte qu'aurait écrit Pierre Legendre sur Marc Lépine, le tueur de Polytechnique. Et je pense qu'il aurait fallu quelqu'un qui est à la fois anthropologue, à la fois historien, évidemment psychanalyste, pour essayer de cerner toute la dynamique qui a mené à faire que Marc Lépine est devenu ce tueur. Et qu'est-ce que ça a dit aussi sur notre société quand rapidement tout un chacun a tenté de trouver des explications à cet acte absolument insensé. Mais il y aurait tant à dire, parce que Marc Lépine était un métis, à la fois d'origine marocaine, algérienne, par le père, et québécoise par la mère. Et son premier nom, et là-dessus, il y aurait eu des choses à dire, Pierre Legendre, c'était un nom arabe. Et qu'à l'adolescence, il a abandonné pour prendre un nom québécois et le patronyme, je pense, de sa mère. Alors, et puis même le mot Lépine, alors, on peut réfléchir aux multiples significations même de ce patronyme. Alors peut-être s'est-il retrouvé avec une sorte de nom d'emprunt, avec le nom de la mère impossible à porter. Je veux pas commencer à divaguer sur le compte de Marc Lépine, mais ce que je sais, c'est que sans doute Pierre Legendre aurait pu nous offrir des éclairages, parce que c'est pas juste un acte isolé, c'est aussi c'est aussi tout le contexte, c'est aussi tout le contexte sociologique, c'est tout le contexte politique. Mais ça, bon. Et peut-être, d'une certaine manière, l'inadaptation au territoire, qui est un territoire difficile, parce que ce catholicisme québécois qui est refoulé, et qui est même l'objet, dans certains cas, d'une vindicte tenace, d'une agressivité qui ne relève pas de l'indifférence religieuse. Peut-être pour les plus jeunes, il y a une sorte d'indifférence. Mais ce qui me faisait également réfléchir dans le cas de ce que j'ai lu aujourd'hui à l'hôpital, dans cette atmosphère ponctuée par des appels au triage et la très 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 longue attente qui suit la prise de contact avec le médecin, à proprement parler. Quiconque connaît un peu le système de santé au Québec sait que c'est une sorte de longue attente. Et lorsque nous sommes gravement malades, évidemment, nous sommes adéquatement soignés. Mais c'est peut-être pour les petits bobos ordinaires de la vie,
c'est comme si la société québécoise disait au fond, il n'y a pas de place pour les petits bobos ordinaires. Et ça, peut-être ça fait partie des traumas d'un peuple qui a été extrêmement maltraité dans son histoire. Maltraité dans ce qui l'a conduit à s'établir ici, maltraité dans les conditions terribles dans lesquelles s'est fait cet établissement colonial, qu'aujourd'hui les intellectuels de quelque camp qu'ils se trouvent jugent souvent avec mépris. Nous sommes des colons, et c'est dit avec dédain, avec dégoût, mais sans voir toute la part d'héroïsme, de souffrance, d'abnégation, de difficulté, d'infinies difficultés, d'adaptation, à la fois au territoire et à la fois aussi à la présence d'un autre radicalement différent de nous, qui a fini par avoir énormément d'influence dans notre propre psyché, dans notre propre histoire, dans notre propre développement. Et qu'à un point tel, les deux ont fini par se fondre d'une certaine manière. Et ça, on est encore là incapable de le voir. Et on se retrouve dans le rôle j'aurais envie de dire, par un raccourci hollywoodien, on se retrouve dans le rôle des cow-boys avec une queue de raton laveur accrochée après notre chapeau. Ce qui n'est pas ce qui s'est passé. Alors la version hollywoodienne qu'on a de nous-mêmes, qui est une version coloniale, et on est incapable de se voir tel que nous sommes. Et cette histoire sédimentée qui forme des couches superposées, qui forment des croûtes, hein? Même les intellectuels, qui sont malheureusement, je crains de le dire, qui sont bien davantage des idéologues que des chercheurs en quête de sens ou de vérité ou d'érudition, comme le proposait Pierre Legendre. Alors, je vais peut-être vous lire 2 passages, tenez. Parce que, évidemment, le Québec étant dans une déchristianisation accélérée et radicale et sans doute accomplie, mais en gardant présent à quelque part dans notre arrière-boutique de l'esprit, ça agit quand même. Alors peut-être ça agit autrement, ça agit d'une certaine manière, et peut-être même dans certaines attitudes militantes à la fois qui font appel à l'Inquisition, qui font appel au lynchage, qui font appel aux tribunaux, et parfois aux tribunaux populaires. Il y aurait peut-être de ça aussi, de l'ordre du religieux, et de cette incapacité à se fonder au niveau de la singularité, et par conséquent dans l'acceptation de l'altérité. Alors les deux vont ensemble, hein? Être capable de reconnaître de l'autre chez l'autre, et d'abord d'être capable de s'instituer soi-même et de reconnaître de l'autre chez l'autre. En février 2006, en Espagne, il y a une loi sur les actes d'état civil. On va remplacer la notion de père par le parent A et la notion de mère par la notion de parent B. Nous sommes vraiment dans ce que, dans les temps staliniens, on appelait la révision des valeurs. La révision des valeurs qui s'attaque au langage, c'est-à-dire au principe de raison. Je vais vous en donner encore une démonstration. Au Québec, encore un pays jadis ultra-catholique, qui tout à coup
qui tout d'un coup rompt. Ça m'intéresse beaucoup ces choses-là, parce que ce remue-ménage ne vient pas de rien. Le Code civil du Québec, dans un article 539, vient de déclarer que dans le cas du couple homosexuel-femme, si l'un des deux fait un enfant, les droits du père sont délégués à la mère qui n'a pas enfanté. Ça veut dire qu'il y a une mère qui enfante et une mère-père, donc. Alors je pose une question. Peut-on croire qu'au nom de cette démocratie déraisonnable, nous allons convertir le reste du monde? Et je pense que par ces mesures éclatantes, progressistes, etc., je passe sur les qualificatifs de célébration de tout ça, les Occidentaux sont en train d'essayer de vendre leur propre décomposition. Vous savez, il y a dans Huntington, le clash des civilisations, non pas ce que je dis, mais un certain nombre de choses comparables. Je pense qu'il a raison, il a très bien vu. Je lui laisse ses propres arguments, mais il y a un problème de fond. Nous avons toujours été dans le conflit des cultures. Et là, nous nous y enfonçons de jour en jour. J'ajoute encore une chose concernant un cas au Québec, justement. Il faudrait tout de même que les Français prennent conscience de ce qu'on leur vend, de ce qui leur est vendu, y compris maintenant par des partis politiques et des intellectuels, philosophes s'il vous plaît, qui vendent ça parce que ça se vend très bien. Voici un cas saisissant. Moi, je ne le connaissais pas, ce cas-là. Et évidemment, je suis resté saisi. Parce que, malheureusement, Pierre Legendre ne développe pas. On comprend, vous allez comprendre. Mais il ne développe pas. C'est un entretien radiophonique. Alors, mais j'aurais bien aimé qu'il poursuive sa réflexion. Une mère transsexuelle se fait transformer en homme. Elle a déjà un enfant. Le problème se pose. Quel est le statut généalogique de cet enfant? La question a été portée devant les tribunaux. Le juge a convié des experts, travailleurs sociaux, psychologues, ayant constaté que la mère avait exigé, de par la loi du Québec c'est possible, de changer son état civil. Ils ont tout simplement dit, je cite, « Pour cet enfant, la mère est morte. » Et le juge a repris la conclusion des experts. Alors vous imaginez un peu l'enfant, né d'une femme, avec une filiation, se retrouve soudainement, sa mère est transformée en homme, la mère a disparu, et qu'est-elle devenue? Eh bien, on a jugé que pour cet enfant-là, eh bien, la mère était morte. Alors, comment on peut articuler ça? Comment l'enfant peut faire le deuil d'un parent encore vivant, mais transformé? Alors, je ne vais pas percoler sur toutes ces questions-là, mais vous imaginez... Alors, tout à coup, je ne dirais pas qu'on fait juste jouer aux apprentis sorciers. Ça va plus loin que ça. Ce que lui dit, c'est qu'au fond, ne plus être capable de nommer les choses, et je dirais même de ne plus être capable, en fait, de les voir telles qu'elles sont, ce qui faisait dire encore Emmanuel Todd, qui à un moment donné, en boutade, disait qu'il y a eu un flash, qu'est-ce qu'une femme? Ben, il disait, une femme, et puis là, il dit, je suis tombé en bas de ma chaise, mais là, c'était de la plaisanterie. Une femme, ben, c'est quelqu'un qui pourrait ou qui peut porter un enfant. Dit bêtement comme ça. Évidemment, avec toutes les théories, et ce n'est pas l'objet de cette vidéo, de commencer à m'en prendre au nouveau mode d'existence. Mais lui, ce qu'il note, c'est que donc le temps de la déraison, c'est où on n'est plus capable de nommer les choses telles qu'elles sont. Et il y a quelque temps,
j'ai eu un échange téléphonique avec l'actuelle éditrice de Pierre Legendre, l'éditrice de Ars Dogmatica, qui me confiait qu'il y avait un projet de loi, soit c'était déposé à la Chambre du Sénat. Je n'ai pas bien compris à quel niveau la réflexion était rendue par ces à la fois politiciens et experts français. Et on faisait dire à Pierre Legendre exactement le contraire de ce qu'il disait. Alors on reprenait la terminologie espagnole, parent A, parent B, qui au fait, ça a été adopté au Canada. On est déjà là-dedans au Canada, dans ce pays post-national, comme le disait Paul Martin. Il a même parlé de post-moderne aussi. Paul Martin qui a occupé brièvement le poste de premier ministre au Canada. Et je sais pas, j'ai peine à croire que Paul Martin ait utilisé ces concepts valises en étant vraiment conscient de ce qu'il disait. Sans doute, on lui a soufflé à l'oreille, ses rédacteurs, on l'a amené sur quelque chose où il s'est senti à l'aise, sans trop savoir au juste pourquoi. Alors, les législateurs qui se penchent là-dessus en France, eh bien, on fait dire à Pierre Legendre exactement le contraire de sa pensée. Ce qui faisait dire à cette éditrice que nous avions franchi un pas de plus dans la déraison. J'allais vous parler d'un autre livre. Est-ce que je vous en parle ce soir? Parce que, ayant terminé ce livre-là, et pressentant que nous en aurions encore pour pas mal d'heures, j'ai acheté un autre livre. Je l'ai acheté, je vais vous en parler tout de suite, parce que de toute façon, je vais vous en parler tout de suite, parce que j'ai l'impression que je vais le lire à toute vitesse. Et ce qui est curieux dans ce livre-là, je vous le montre à l'écran, tenez. D'abord, c'est publié par une très très bonne maison d'édition qui s'appelle Nous. Et je présume que le nom de la collection, c'est disparate. Et Michaud, je n'avais jamais entendu parler de lui, dernier temps, un Capharnaüm. Et ce qu'on y trouve en 4e de couverture, on n'y trouve rien qui nous dit ce qu'est l'auteur, c'est quoi son parcours, à quel âge il est né. Bon, évidemment, il n'y a pas la photo, mais ça, c'est terminé. On ne met plus depuis longtemps la photo des auteurs sur la 4e de couverture. Alors, je vous lis ce qu'on y dit. Dernier temps est un livre composite, à facettes. Un journal de l'époque se tresse avec des morceaux de mémoire, en conjuguant montage, citation, extrait, moments réflexifs, éclats de présent et séquences très construites, lipogramme, liste. Jacques-Henri Michaud poursuit et amplifie ce qu'il n'a cessé d'explorer depuis un ABC de la barbarie et comme un fracas chez Al Dante, 1998 et 2009. Une écriture alliant l'exigence de la précision des mots, des faits, des dates, à la sensibilité que soutiennent l'érudition et la passion d'un lecteur, d'un mélomane et cinéphile, d'un contemporain. Évidemment, cette manière de lire, cette manière d'assembler, évidemment, c'est clair que ça ne pouvait pas ne pas me plaire. Mais je ne le connaissais pas. Et il était dans l'une des librairies, mais celle de moyenne taille, dans la petite section études littéraires, et je pense simplement qu'il était là. Je sais qu'ils n'ont pas de politique à proprement parler réfléchie de libraire, doivent juger que c'est pas nécessaire de toute façon, que peut-être les lois du marché, et ça serait quoi les lois du marché dans une librairie? Ça serait un petit nombre d'ouvrages de fond, je vous parle dans les sections sciences humaines, un petit nombre d'ouvrages de fond, toujours les mêmes, qui se résumeraient à peut-être je suis généreux, là, une 50aine de titres, et
un certain nombre de nouveautés, peut-être suggérées par un représentant, ce dont je doute, ou encore par les aléas des offices. Reçoivent des nouveautés, oui, peut-être, ne sait-on jamais, mais il n'y a aucune réflexion derrière la proposition de vente. Et ça, c'est, en tant que libraire, c'est quelque chose que je peux voir sans même y réfléchir, j'aurais envie de dire. Alors, celui-là, la facture, elle est très belle. Alors, celui-là, bon, ben, je attiré par le titre, et surtout par un Capharnaüm, je suis très, très bien reconnu, et par ces ruptures de ton. J'en ai lu une centaine de pages, à peu près. Je m'attendais à... Écoutez, le livre est... Il y a près de 500 pages, mais les caractères sont très, très aérés, de vastes espaces. Un jeu typographique, des notes en bas de page qui n'ont parfois pas vraiment de lien avec la référence. Des passages de poésie, beaucoup de citations, quelque chose de, de parfaitement décousu et qui me convient parfaitement, qui convient parfaitement à mon esprit primzotier, mon esprit sautillant, bondissant, amoureux des métaphores, amoureux des rapprochements incongrus, et qui n'a pas de toute façon, qui n'a pas l'érudition nécessaire pour apporter une nouvelle vision dans un domaine philosophique ou dans un domaine juridique ou dans un domaine politique ou dans un domaine législatif. Alors, moi, je reste simplement cramponné à la question existentielle et quelles sont mes raisons de vivre, au fond. Et ces raisons-là, ben c'est la trame. Ah, ben.